Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Aujourd'hui, nous recevons comme invité le spécialiste en matière d'éducation, Chebou Dambaji. Avec lui, nous allons parler de la fraude aux examens. Mais avant d'arriver à lui, retenez que les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Munkela Halidou du SINASEB, également secrétaire général de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page Niger, vont passer leur 144e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikaina, Walam et Kolo dans la région de Tillabéri. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 pour dénoncer le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Ensuite, nous avons cette information, 8 personnes dont 6 touristes français ont été tués aujourd'hui par des hommes armés. Selon l'AFP, l'attaque s'est déroulée à 6 km à l'est de la localité de Kouré qui se trouve à 1 heure de route de Niamey sur la nationale numéro 1. À Zender, en raison des fuites massives constatées dans le déroulement du brevet d'études du premier cycle session 2020, l'épreuve de sciences de la vie et de la terre a été reportée. Plus de détails avec Ben Salah Moussa. La troisième journée du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2020 qui devait se terminer avec l'épreuve de SPT dans la matinée de ce samedi a été reportée dans la soirée, chose que condamnent les acteurs de l'éducation et ceux de la société civile. La première journée de l'examen a été caractérisée par une forte pluie, du matin jusqu'au soir, ce qui a entaché vraiment d'énormes irrégularités, parce que certains élèves se sont contraints de ne pas se retrouver dans la salle, ou même ils viennent en retard mouillés. Pire, la troisième journée, qui devait terminer avec l'épreuve de SBT à partir de 8h-10h, aujourd'hui a été reportée à la soirée, parce que le gouvernement aurait appris qu'il y avait des fuites pour la discipline. Alors qu'en réalité, les fuites existeraient depuis la première journée, puisque nous aurions appris que tous les candidats étaient en possession de toutes les épreuves, de la rédaction jusqu'à l'épreuve d'hier d'anglais. Parce que la simple preuve, hier anglais qui devait se tenir en 2 heures de temps, je vous avoue que les élèves ont fini en moins de 20 minutes. C'est vraiment choquant pour tout citoyen responsable d'apprendre que dans son pays, la perversion, la dépravation de la chose publique a atteint ce seuil où aujourd'hui il est pratiquement impossible d'organiser des examens ou des concours sans qu'il y ait été relevé des irrégularités. C'est véritablement choquant, c'est vraiment malheureux pour notre pays. Où est-ce qu'on va aller dans ces conditions-là? Dans quel pays nous sommes? C'est pourquoi nous avons toujours été là pour dire aux gens que les valeurs républicaines sont importantes. Puisque cela est consommé, le candidat en possession des fuites de plusieurs matières aux examens de ce BEPC 2020 l'on pose la question, à qui la faute? La faute naturellement, c'est à l'État, parce que en tant qu'organisateur, il doit prendre toutes les précautions pour éviter les fraudes. Et même si les fraudes-là auraient passé, il doit découvrir aussi l'origine de ces fraudes-là et sanctionner. Mais seulement nous avons constaté une certaine impunité par rapport aux fraudes. Or, l'éducation, c'est un secteur vital. C'est un secteur clé du développement. Si aujourd'hui l'éducation ne va pas, je vous avoue que tous les secteurs ne vont pas aller. Ça, c'est lié en premier lieu aux responsables administratifs qui sont chargés d'organiser les examens du BPC, notamment la direction qui a la charge de l'organisation des examens et des concours du ministère de l'enseignement secondaire Au plus haut sommet, au plus haut sommet, qui est censé faire un travail discret, qui est censé faire un travail responsable et qu'on a l'habitude de le faire dans ces pays-là. Mais malheureusement, comme nous avons une administration pourrie, une administration outrancièrement politisée, il va de soi que l'on observe
ce genre de pratiques. Cette affaire n'est pas sans conséquence sur le niveau des élèves nouvellement orientés en classe de seconde du lycée l'année prochaine en cas d'admission. Les responsables académiques au plus haut niveau doivent mener l'enquête et condamner les auteurs et co-auteurs de cet acte qui n'honorent pas la qualité de l'éducation au Niger. Monsieur Cheibou Dambaji, bonsoir. À la session 2020 du BEPC, les épreuves ont été bouleversées pour cause d'éventuelles fuites qui auraient été constatées. Alors, d'une façon générale, quelles sont les causes des fraudes aux examens, que ce soit au BEPC ou bien au baccalauréat? Bon, les causes de ces fraudes, à mon avis, ça se situe à deux niveaux. Il y a le niveau de l'administration, parce qu'il faut dire que la fuite, elle est le fait de ceux qui organisent le BPC ou le baccalauréat. Parce qu'un enseignant ne peut pas organiser de fuite. Les choix des sujets, le mettre sous enveloppe et puis le dispatcher, il y a toute une administration qui a en charge de l'organiser. Donc, s'il y a fuite, il faut nécessairement chercher de ce côté. Mais vous savez, ce n'est pas la seule forme de fraude, mais c'est la forme la plus scandaleuse. Lorsque il y a fuite de sujets, c'est la preuve que le système qui organise a des faiblesses et des faiblesses sérieuses. Mais vous avez d'autres types de fraude. Les changements de copie, après qu'on ait évalué, après composition, il arrive qu'on substitue des copies d'élèves et au niveau de la correction, ils ont des bonnes notes. Et vous avez aussi des notes de complaisance. Bref, il y a toute une panoplie de formes de fraude. Donc on peut les classer. Celles qui sont les faits des correcteurs, qui dans la salle peuvent faire preuve de complaisance, donner des notes de complaisance, changer de copie. Ça, je crois, là, la responsabilité, elle est au niveau du niveau des corrections. Et celle du niveau central, c'est ce à quoi nous assistons. Les causes de fraude, vraiment, c'est la recherche du gain facile. Les élèves, les parents d'élèves font tout pour que leurs élèves réussissent dans des conditions de facilité parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils remplissent les conditions pour réussir. Donc c'est ça la raison. Et puis si ça prospère, c'est certainement parce qu'il n'y a pas les sanctions appropriées. Parce que ce n'est pas seulement au niveau du brevet, même au niveau du baccalauréat. On remarque quand il y a des dénonciations de fuite, l'administration fait le dos rond. Ça veut dire qu'elle fait tout pour dire que non, ça ne s'est pas passé, que c'est des histoires que les gens racontent. Je me rappelle bien, l'année passée aussi, au niveau du brevet, il y avait eu des fuites qui avaient été dénoncées parce qu'il y a eu des candidats qui ont été pris la main dans le sac. Mais l'administration ne voulait pas que ça fasse des vagues et ça a été géré de la manière vraiment pas la plus appropriée. On a préféré mettre tous les moyens pour faire taire ça. Au niveau du baccalauréat aussi, vous avez régulièrement des fuites de sujets qui sont annoncées. Et les seuls cas où on a décidé de faire reprendre l'épreuve, je crois il y a 2 ans de cela, c'est l'épreuve d'histoire géo et au niveau du baccalauréat. Mais vous savez, ce qu'on ne dit pas, lorsqu'il y a fuite d'une épreuve, d'une matière, alors là, c'est difficile. C'est difficile qu'il n'y ait pas fuite des autres matières aussi. Parce que là où la fuite là est partie, ceux qui manipulent les sujets sont censés disposer de toutes les épreuves. Mais on considère que c'est l'épreuve où on a pris les candidats la main dans le sac. Là, c'est avéré, on considère que c'est une fuite et il faut constater. Donc voilà ce que je peux vous dire. Vraiment, les causes sont connues de tout le monde et c'est des pratiques qui prospèrent
même dans les milieux des élites. Je voudrais bien rappeler ce qui s'est passé en 2005, où une fois on avait demandé à la gendarmerie d'enquêter sur la fraude qui s'est passée au niveau du baccalauréat. Et en 2005, la gendarmerie a fait un travail exceptionnel, mais la suite qui a été donnée n'était pas à la hauteur. Au lieu de faire le traitement judiciaire, puisqu'il y a une ordonnance qui définit ces fraudes, et la même ordonnance prévoit aussi des sanctions. Mais même la gendarmerie qui a fait l'enquête, elle a suggéré qu'il y ait seulement un traitement administratif. Parce que s'il fallait faire le traitement judiciaire, il y avait des gros messieurs qui étaient impliqués. Donc c'est ce qui complique en fait le traitement de ce genre de choses. S'il n'y a pas de volonté politique véritable, il est difficile de traiter ça. Et aussi longtemps que ces choses-là vont prospérer, il est bien évident qu'il est difficile d'avoir un système éducatif de qualité. D'accord. Dans ce cas maintenant, comment faire pour trouver une solution définitive à ce problème de fraude aux examens? Vous savez, les fraudes, ça arrive dans pratiquement tous les pays. Mais lorsque les fraudes deviennent récurrentes, là, il faut s'inquiéter. Et ce que je constate, en tout cas à l'occasion de nos examens, il y a une périodicité de ces fraudes-là. Là, il faut s'en inquiéter. Mais pour traiter ces fraudes-là, il n'y a pas 10 000 manières de le faire. Lorsque on constate qu'il y a fraude, celui qu'on prend la main dans le sac, mais il faut le sanctionner. Par exemple, pour la fuite, dès qu'il y a fuite, il faut automatiquement faire des enquêtes, faire une enquête sérieuse pour déterminer à quel niveau la fuite, à quel niveau se situe la responsabilité de la fuite. Et prendre les sanctions qui s'imposent. Mais il n'y a pas que ça. Je suis directeur des examens et concours, mais moralement, je suis responsable de l'organisation à tous les niveaux des examens, à tous les niveaux. Donc, il faut prendre des précautions pour que ceux qui organisent ces examens-là, du niveau central au niveau déconcentré, vraiment que ce soit des gens dont la probité est à toute épreuve. Mais malheureusement, on constate que ce n'est pas le cas. Et lorsque ça survient, les sanctions qui devraient être prises avant même qu'on ne fasse, qu'on ne prenne les sanctions pénales, les sanctions administratives, mais l'administration, si elle est sérieuse, il faut qu'elle sanctionne tous les responsables du niveau central au niveau déconcentré. Parce que la fuite d'un sujet, c'est ceux qui organisent l'examen qui sont moralement responsables. Ça veut dire qu'il y a eu une défaillance de leur organisation. Vous savez, ça arrive même dans les pays qu'on dit avancés entre guillemets, ça arrive qu'il y ait des fraudes. Mais à la différence de chez nous, lorsque ça survient, on détermine promptement ceux qui sont responsables de cette fraude-là et ils sont sanctionnés, qui qu'ils soient. Il n'y a pas, même si c'est l'enfant du président de la République qui a bénéficié de la fraude qu'on détermine ça, mais il faut bien le sanctionner. Moi, je me rappelle d'une histoire qui est survenue en France, où une dame est partie passer l'oral à la place de sa fille. À la place de sa fille, l'oral d'anglais, sa fille disait qu'elle n'était pas vraiment bonne en anglais, et sa mère a pris le risque d'aller passer l'épreuve. Mais les correcteurs, ils ont très vite compris quand même que ce n'est pas la concernée. Mais quand on l'a prise la main dans le sac, vous en faites pas, elle a été sanctionnée. Donc dans ces pays-là aussi, il arrive qu'il y ait un dysfonctionnement, mais on fait tout pour que ça soit traité. Donc voilà, pour me résumer,
la façon de traiter ça, et là, de la manière la plus chirurgicale qui soit, ce sont les sanctions administratives qu'il faut prendre systématiquement. Il ne faut pas dire qu'un tel, là, que vraiment il est gentil, il a la bonne coloration, il ne faut pas le sanctionner, non. C'est un agent de l'État. Il a fait preuve de défaillance dans une tâche dans une mission qui lui a été confiée. Il faut prendre les sanctions qui s'imposent. Et au niveau pénal, puisque il y a une ordonnance qui a prévu des sanctions, il faut que le juge aussi fasse son travail. Il n'y a pas 10 000 manières de traiter ça. Si nous voulons vraiment que ça s'arrête, il faut que l'administration fasse preuve de fermeté. Et faire preuve de fermeté, c'est sanctionner administrativement et sanctionner aussi au plan pénal. Monsieur Cheb Dambaji, merci d'avoir répondu à nos questions. La suite de ce journal, dans une déclaration rendue publique ce matin, le président du PNA Al-Oumma Sanoussi Tambari Jakou a affirmé qu'il ne sera pas candidat aux futures élections présidentielles. Par conséquent, son parti soutiendra le candidat du PNDS Taria. Compte rendu Hamza Sakou et Sadoudoumi. Après analyse de la situation politique au Niger, notamment les préoccupations relatives aux élections locales, législatives et présidentielles qui se dérouleront à partir du 13 décembre 2020, en ce qui concerne le parti nigérien pour l'autogestion PNA Al-Oumma, à propos de l'élection présidentielle, le conseil exécutif national du parti de M. Sanoussi Jakou déclare: le président du parti, M. Sanoussi Tambari Jakou, ne se présente pas à la prochaine élection présidentielle. Cette décision de sa part est le fruit de sa propre réflexion et de celle du bureau politique national. Le comité exécutif national s'est trouvé en accord parfait avec son président et son bureau politique sur cette question. Considérant cette position de l'absence de candidat, le parti autogestionnaire ne présente aucun candidat en son sein. Le comité exécutif national, sur proposition du bureau politique, prend également la résolution de soutenir fermement la candidature de M. Bazoum Mohamed, président du PNDS Taria, à la prochaine élection présidentielle du Niger. Vive le PNA Al-Oumma, vive la République du Niger et bon succès au candidat Bazoum Mohamed à la prochaine élection présidentielle. Notons que cette résolution sera portée à la connaissance du prochain congrès extraordinaire du PNA Al-Oumma, instance qui se tiendra en septembre prochain. Je vous propose ensuite de suivre un extrait du point de presse animé cet après-midi par Oumarou Nouma relativement au délibéré du jugement qui a été rendu en sa faveur. Le délibéré du juge rendu le 5 août 2020 se présente comme suit. Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les conseils des défendeurs. Déclare recevable l'action de Noma Oumarou et les demandes reconventionnelles de Tahirou Munkela et Seydou Tahirou régulières en la forme. Au fond, dit que Tahirou Munkela n'a pas la qualité du président par intérim du parti moderne Falloman Afrique. Dit par conséquent que tous les actes posés par le surnommé en qualité de président par intérim du parti sont nuls et de nul effet. Dit qu'il lui est fait interdiction de l'usage de cette qualité à quelque fin que ce soit. Dit en outre que les travaux de la conférence nationale extraordinaire tenue le samedi 21 décembre 2019 sont nuls et de nul effet. Déboute les défendeurs de leur demande reconventionnelle comme étant mal fondée. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.